Salut les tondeuses, c'est la Praline, vous regardez le 7e journal de la F1. Allez, c'est parti! Au sommaire aujourd'hui, une grosse émission. Déjà, on va revoir tout le week-end, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il fallait savoir, tout pour comprendre ce qu'il s'est passé pendant cette 4e manche de la saison. En marge de ça, on se posera 3 questions. La première concernera Mercedes. Est-ce que Mercedes sont encore à la hauteur? On ne les reconnaît plus, c'est incroyable. On regardera un petit peu ça en détail. Ensuite, on se posera la question de Schumacher. Alors Schumacher, c'est le fils de Michael. On nous avait promis un prodige. Est-ce que ce serait pas le pétard mouillé de la saison? Et pour finir, on parlera de Bottas, parce que Bottas, on l'aime bien, et Bottas, on le retrouve en forme. Il est complètement métamorphosé et on en discutera ensemble. Si on parle du Grand Prix d'Imola de cette année, on ne peut pas passer à côté de la météo. La météo a perturbé les pilotes et les écuries tout le week-end. Alors, on a eu le droit à plein de belles choses. Des glissades, des petites sorties de piste. Globalement, tout le monde a été raisonnable. On voit bien que les pilotes étaient quand même un petit peu sur la réserve. Mais peu de pilotes, voire pas de pilotes, n'ont commis aucune erreur. Ils sont tous fait à un moment donné un petit houpla, un petit quelque chose. Certains un petit peu plus méchants que d'autres. Mais en tout cas, on a eu des belles images, ça change un petit peu. Et surtout, ça rajoute une intensité au Grand Prix impressionnante. C'était un week-end un petit peu particulier parce que, comme vous l'avez vu, c'était un week-end qui comportait une course sprint. Alors, les courses sprint, c'est tout nouveau en Formule 1. On l'a que 3 fois dans l'année, cette année encore. Alors, je vous explique très rapidement, c'est simple à comprendre. En temps normal, d'habitude, on a une séance de qualif le samedi qui détermine la position sur la grille pour la course du dimanche. Ça, c'est ce qu'on connaît de la Formule 1 depuis toujours. Maintenant, les courses sprint, c'est un petit peu différent. La séance de qualification, qui n'en est pas une, c'en est une déguisée, a lieu le vendredi. Et le samedi, à la place de la séance de qualification habituelle, on a une course sprint, une course rapide. C'est un tiers de la distance habituelle, c'est-à-dire 100 km au lieu de 300. Et ça fait une course de 20 minutes, un seul relais, pas de changement de pneus, rien. C'est juste histoire d'essayer de rajouter du spectacle. Alors, certains aiment, certains n'aiment pas. Honnêtement, on n'en a pas encore vu suffisamment pour vraiment se poser la question. On sait que ça pose des problèmes dans les écuries, parce qu'en cas d'impact, en cas de casse mécanique, ça coûte de l'argent et ça demande d'avoir plus de ressources sur place, alors que la F1 tend vers la réduction des coûts et des ressources, etc. etc. À ça près, le fonctionnement, il est quand même très simple. Celui qui arrive premier à la course sprint, il part premier pour le Grand Prix et il signe la pole par la même occasion. Des points sont aussi distribués en fin de course sprint, histoire de pimenter un petit peu les choses et de donner un intérêt à tout ça. Les qualifs du vendredi, elles ont été un petit peu compliquées parce qu'il pleuvait, on était entre deux et il y a eu pas mal de drapeaux rouges, ça n'a pas facilité la vie de tout le monde. Ça a commencé avec une image assez étonnante, on vous la montre tout de suite. Alors c'est Albon. Albon, une fois qu'il est reparti en pneus slick, les mécanos ont oublié de libérer les coques de frein arrière. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand l'air ne rentre plus pour refroidir les freins surchauffent. Ça donne ça, hein. Les freins surchauffent bien. À un moment donné, à force de surchauffer, c'est le pneu qui surchauffe. Et à l'arrivée, le pneu, il éclate. Voilà, bam! Ça, c'est recta, c'est très impressionnant comme image. Heureusement, ça s'est passé, on va dire, pas très vite. C'était pas dangereux pour le pilote. Mais quoi qu'il arrive, il en a mis partout sur la piste. Ça a créé le premier drapeau rouge. Et c'était le début des problèmes pour un petit peu tout le monde. La deuxième image marquante, ça se passe en fin de qualif. Et c'est Carlos Sainz chez Ferrari qui perd l'arrière de sa voiture. On regarde les images. Qui perd l'arrière de sa voiture dans le dernier virage. Et vient finir sa course dans les barrières. Fin de qualif, le week-end s'annonce de plus en plus compliqué pour Sainz. Là, on commence à rentrer dans l'histoire du numéro 2, du numéro 1, et on voit bien que Sainz, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, ça fait de lui un pilote numéro 2 de façon générale, ça tend vraiment vers ça. À la fin de ces qualifs, et contre toute attente, c'est-à-dire on s'y attendait vraiment pas du tout, c'est Verstappen qui signe la pole au jeu des drapeaux rouges et des conditions de piste, suivi par Leclerc, donc ça nous annonce une course sprint assez chouette, les deux vont partir côte à côte. On a Norris qui fait une 3e place qu'on n'attendait pas non plus, avec une McLaren en forme pour ce week-end, et Magnussen toujours présent avec sa Haas, toujours dans les bonnes places, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Maintenant, on est samedi, c'est l'heure de la course sprint. Les pilotes vont partir sur une piste humide. On regarde le départ ensemble. Alors globalement, ça se passe bien. C'est compliqué pour Verstappen qui a du patinage au niveau de son embrayage au moment où il passe la seconde. Ça permet à Leclerc de prendre une meilleure impulsion et de se retrouver premier au premier virage. Il n'y a pas d'incident à noter dans la première chicane. Le premier incident arrive tout de suite derrière. C'est la deuxième image marquante du Grand Prix. C'est Gasly qui vient percuter la roue arrière de Zhou, ce qui le met immédiatement à l'équerre. Déjà, en temps normal, ça le fait, mais alors sous la pluie, c'est impeccable. Et Guan Yu Zhou, il va finir sa course dans les barrières. C'est dommage pour lui, il était bien parti, il faisait un bon Grand Prix jusque-là, un bon week-end, on va dire. Et ça met un petit peu à bas ses espoirs. C'est un petit peu triste, mais bon, c'est la course, ça arrive. La dernière image pour résumer la course sprint, ça se passe en fin de course, en fin de relais. Les mécanos et les ingénieurs de chez Red Bull s'aperçoivent que Leclerc souffre de graining sur ses roues avant. Alors le graining, c'est quand les boulettes de gomme qui normalement s'éjectent des roues au fur et à mesure qu'elles s'usent, qu'elles se bouffent comme on dit, ben là en fait elles restent collées aux pneus. Et du coup la voiture se retrouve plus posée par terre sur l'asphalte, elle se retrouve posée sur cette bande. Ces boulettes de gomme, en fait ça crée une énorme perte d'adhérence parce qu'au moment où vous allez vouloir tourner, il va falloir d'abord rouler sur ces billes avant que le grip se fasse et du coup on perd complètement le train avant. Sous la pluie, c'est encore pire. Et Leclerc est obligé de lever le pied. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de secret. Il faut lever le pied. Verstappen s'en aperçoit, il hausse le rythme et là il le dépasse. C'est très beau d'ailleurs, mais il le dépose. Leclerc est impuissant, il ne peut rien faire. On finit la course comme ça, c'est la première fois que le second dépasse le premier. Jusqu'ici, les pilotes avaient toujours été plutôt sages en course sprint en ne prenant pas de risques. Là, c'est la première fois qu'on a un changement de leader et c'est chouette, ça donne du spectacle, ça donne des émotions et ça nous chauffe à mort pour le Grand Prix du dimanche. On est dimanche, il est 15 h, c'est l'heure du départ, cette fois on y est. Alors Verstappen premier, Leclerc deuxième, c'est comme ça que s'embarquent les choses. On regarde le départ ensemble. Alors, ça part bien. Cette fois, c'est Verstappen qui prend un meilleur envol que Leclerc. Leclerc se fait même doubler par Norris. Il se retrouve quatrième au premier virage. Et là, au premier virage, c'est la catastrophe. Pour Ferrari, c'est la catastrophe. Sainz se fait sortir par Ricciardo. Alors, Ricciardo est allé s'excuser après coup. C'est pas une erreur qu'il fait, c'est juste un incident de course, mais il est conscient de l'impact que ça a pour Ferrari tout entier. Donc là, Ferrari se retrouve avec seulement une voiture pour la course, quatrième quand Verstappen est premier avec Pérez derrière pour le protéger. Ça semble mal embarqué pour Ferrari. Au fur et à mesure de la course, on s'aperçoit que Pérez n'a pas besoin de ralentir Leclerc finalement. Leclerc n'arrive pas à suivre le rythme, il est simplement pas aussi rapide que les Red Bull, notamment dans la ligne droite où, on l'a vu plus tard dans le Grand Prix, on va revoir les images juste après, même avec le DRS, Leclerc n'arrive pas à rattraper Pérez qui n'a pas le DRS. C'est la même chose qui s'était passé à Jeddah, on l'avait déjà vu, on sait que les Red Bull sont bien plus rapides en ligne droite que les Ferrari. Mais moi perso, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi impactant sur le Grand Prix d'Imola, qui ne comporte qu'une seule ligne droite et globalement c'est un circuit sinueux. J'aurais dit que Ferrari allait bien mieux s'en sortir que Red Bull, mais ça c'était sans compter les problèmes de pneus que rencontre Ferrari qui les empêchent d'avoir le rythme efficace qu'ils auraient pu avoir avec une autre météo par exemple. Ça vient peut-être des faibles températures. Ça, ce sera d'ailleurs à vérifier quand il fera un petit peu plus chaud dans la saison. On s'en apercevra très vite. Donc comme on l'a dit, Pérez n'a même pas besoin de faire le bouchon et mieux que ça, il s'offre même le luxe de dépasser Leclerc après l'arrêt au stand. Quand Leclerc a encore les gommes froides et que lui a déjà fait un tour sur ses gommes, qu'elle commence à avoir du grip, il prend le risque de dépasser dans la partie qui est humide en pneus slick et pourtant il sent, ça tient, ça passe. Leclerc ne peut encore une fois rien faire. Il reste derrière du mieux possible pendant des tours et des tours, mais on s'aperçoit sur les chronos que très régulièrement il perd des dixièmes, des dixièmes, des dixièmes, des dixièmes et à aucun moment il inverse cette tendance-là. En toute fin de Grand Prix, les trois premiers, c'est-à-dire Verstappen, Pérez, Leclerc à ce stade-là, passent des pneus tendres pour essayer de se lancer un petit peu à la course du meilleur tour et essayer de créer quelque chose chez les autres, une faute, une erreur, peut-être même une mauvaise décision. Les trois passent en pneus soft
Et à ce moment-là, on a Leclerc qui se met dans la tête de doubler Pérez. Parce que c'est vrai que pour lui, c'est impensable d'être derrière Pérez. Derrière Verstappen, c'est une chose. Mais derrière Pérez, c'est pas la même chose pour lui. Il attaque, il est gourmand, il est très gourmand. Et à un moment donné, il est trop gourmand. Il commet une vraie erreur. Là, c'est une erreur de pilotage. Ça, c'est des erreurs en simulation. On l'a fait des kilos de fois. Il prend le premier vibreur, mais tellement au milieu que la voiture décolle. Et là, on a beau faire ce qu'on veut, même en Formule 1, quand les roues, elles touchent pas par terre, eh ben, on n'adhère pas. Il retombe, la voiture se met en travers et il vient finir par embrasser gentiment, et il a de la chance, les pneus. Il casse l'aileron avant, mais il n'est pas bien loin des stands. Il est quand même obligé de faire un autre arrêt. Il arrive, malgré tout, à sauver la 6e place à l'arrivée. Alors c'est une maigre consolation, mais à ce moment-là, il faut sauver les meubles. Là, on fait avec ce qu'on a. Par contre, il offre le premier doublé à Red Bull. Verstappen premier, Pérez deuxième. On s'y attendait pas sur Imola et on s'y attendait pas cette année tout court. Voilà, les Ferrari ont l'air d'être meilleurs, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Et là, pourtant, ils ont été en difficulté et ils ont joué avec... ils ont été tellement à la limite qu'ils ont été du mauvais côté de la limite tout le week-end. C'est une grosse désillusion pour Ferrari. Il y avait tout le clan Ferrari, toutes les grandes pompes de l'écurie qui étaient dans les stands tout le week-end. Et là, à la fin de la course, c'était la soupe à la grimace. Ça pique. Red Bull triomphe. Ils rattrapent un petit peu leur retard. Leclerc a encore de la marge sur Verstappen. Il a encore plus de 25 points d'avance, c'est-à-dire plus d'une victoire d'avance. Mais néanmoins, c'est la première fois cette saison qu'un des deux, Verstappen et Leclerc, commet une erreur. Verstappen a abandonné 2 grands prix, mais c'est une casse mécanique. Là, Leclerc, il fait une erreur, et ça compte. Ça marque, il va être moins confiant les prochaines fois, et Verstappen sera plus confiant, va essayer de le pousser à la limite encore plus, parce que maintenant, il sait que Leclerc peut faire des erreurs. Donc c'est la première de la saison, il ne faut pas que ça se reproduise dans les prochains Grands Prix, dans les 2-3 prochains Grands Prix, parce que sinon ça va vraiment créer une spirale négative chez Ferrari, et à ce moment-là, mais Verstappen, il va prendre une ampleur, et ça va être compliqué derrière ça d'aller le chercher. On note aussi Norris sur le podium, Norris 3e, il s'y attendait même pas lui-même, personne s'y attendait, Leclerc lui a offert le podium sur un plateau. C'est génial de le voir sur un podium, il a un beau sourire, il est content, il sait qu'il ne joue pas le titre pour le moment. Donc il est vraiment content de ce podium-là. On voit qu'entre les 3 hommes dans la cool room, c'est très chouette, ça rigole bien, ça discute bien, c'est une bonne ambiance, ça fait du bien, c'est important. Voilà pour la course, pour ce qui s'est passé en tête de la course. Maintenant, on va commencer à se poser les questions qui piquent un petit peu et on va commencer par Mercedes. On ne les reconnaît pas, ils sont méconnaissables. Qu'est-ce qui se passe chez Mercedes? Ils sont 8 fois champions du monde des constructeurs d'affilée jusqu'à l'année dernière. Et là, quelque part, ils sont nulle part. Et à la limite, s'ils étaient vraiment nulle part, ce serait un fait. Bon, bah, ils ont fait une mauvaise voiture, basta, c'est comme ça. Mais là, la vraie grosse interrogation, c'est qu'est-ce qui se passe pour que Russell performe et que Hamilton ne performe pas du tout, quoi. On a Russell au top et Hamilton au tapis, c'est la surprise générale, on s'y attendait pas du tout. On sait que Russell est rapide, c'est pas la question, mais qu'est-ce qui arrive à Hamilton? Alors là, on commence vraiment à se poser la question parce que c'est pas la première fois qu'il y a une dizaine de places d'écart entre les deux et qu'on voit un Russell qui est plutôt à l'aise, plutôt ok. Et là, Hamilton, pour la course d'Imola, il a passé son Grand Prix derrière Gasly à rien pouvoir faire, quoi. 14e position, 13e position, enfin, c'était vraiment, vraiment médiocre. Alors encore une fois, il ne fait pas d'erreur de pilotage, mais après, est-ce qu'on peut commencer à se poser la question, est-ce que Hamilton n'aurait pas pris un plus gros coup sur la tête que prévu à la fin de la saison dernière quand, de son point de vue à lui, il perd le titre sur une décision injuste? Est-ce qu'à ce moment-là, il arrive à rentrer cette année dans la voiture avec la même niaque, sachant qu'il n'a pas une voiture qui peut gagner? Ça a l'air d'être vraiment compliqué à gérer. Ce qu'on peut se dire, à minima, c'est que ça ne pourra pas durer comme ça bien longtemps. Hamilton, on le connaît, c'est un mec qui a quand même de l'orgueil. Il est très chouette, mais on sait qu'il est nourri un petit peu de cet orgueil. Ça fait 8 ans qu'il domine les débats. Et là, non seulement il ne domine pas les débats, mais en plus de ça, il ne domine pas son coéquipier qui était un rookie, qui était un jeune. Ça va devenir très très vite très compliqué pour Hamilton de gérer cette pression-là, même si pour le moment on voit que le côté corporate des deux pilotes est ok, on sent que dans l'écurie ça commence un petit peu à se tendre et à avoir des discussions sérieuses, des excuses officielles, enfin c'est jamais des bonnes paroles à entendre autour d'une écurie. Et moi la question que je me pose c'est si ça dure,
1, 2, 3, 4, dans 5, 6 Grands Prix, si c'est comme ça à chaque Grand Prix, mais Hamilton, en fait, il va péter un câble, et on pourrait même le comprendre. Mais sa fin de carrière, si c'est ça, elle va être horrible. C'est-à-dire, il passera du sommet c'est de la spéléologie à ce niveau-là, et ça va être dur à gérer. Est-ce qu'il va finir la saison? Est-ce qu'il va... Alors, il est capable, parce que ça reste un pilote brillant et bourré de talent, il est capable normalement de faire mieux que Russell. Hein. Techniquement parlant, il n'y a aucune raison. Est-ce que c'est seulement psychologique ou est-ce que c'est peut-être même qu'il ne s'habitue pas à cette nouvelle génération de voitures? Ça ne fonctionne pas du tout pareil, encore moins sur piste humide, puisqu'on perd de l'appui à basse vitesse, alors sur piste humide c'est compliqué. Mais on commence vraiment à se demander si Hamilton va continuer sa carrière et combien de temps à ce rythme-là. Moi, perso, à ce rythme-là, il pourrait même changer de baquet au milieu de la saison. Je pense que ça pourrait lui ressembler, on va dire. Il est de plus en plus versé sur autre chose que la Formule 1. En ce moment, il parle du rachat du club de Chelsea, d'une part du club de Chelsea, évidemment. On sent que voilà, il est toujours tourné sur plein de choses, mais est-ce que maintenant, il n'aurait pas perdu une sorte de flamme? Là, au Grand Prix d'Imola, il s'est fait prendre un tour par Verstappen. Alors là, il a pris un coup de massue, mais ça doit faire mal, quoi. Mais ça doit faire mal. La deuxième question qui pique, elle concerne Schumacher. Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher. Alors, on peut se demander, là, aujourd'hui, si c'est pas le pétard mouillé de l'année, parce que le problème, c'est qu'il avait une hype pas possible. On le sentait très en forme face à Mazepin, mais en fait, c'est oublier la qualité ou l'absence de qualité de pilotage de Mazepin que de l'avoir vu si beau que ça. Et là, face à Magnussen, très honnêtement, il ne tient pas la distance. Il fait beaucoup d'erreurs. Alors, on va lui donner un petit point parce qu'il fait la tondeuse à gazon, il nous fait de la pub, c'est sympa, Mick. Mais à côté de ça, il commet beaucoup d'erreurs. En vrai, il a une trajectoire assez logique de rookie. On a vu Tsunoda l'année dernière faire sensiblement le même genre de début de saison. Mais le fait qu'il s'appelle Schumacher, le fait qu'on nous ait gonflé sa hype comme ça pendant des années avant qu'il arrive en Formule 1, ben ça nous a créé de l'attente. Et là, on s'aperçoit que c'est juste un pilote qui débute. Moi, je l'ai suivi dans les catégories précédentes, dans les petites catégories. Il était impressionnant. Clairement, on voyait qu'il était au-dessus du lot. Simplement, en Formule 1, ça va lui demander du temps avant de se révéler comme ça, avant de comprendre, avant d'avoir certains déclics. Et en attendant, bah, il commet toutes les erreurs possibles du débutant. Et c'est tout à fait normal. Mais pour le coup, à chaque fois, on est déçu parce qu'on s'attendait à un prodige, on s'attendait à un championnat du monde. Alors pas cette année, c'est ok, mais d'ici 2-3 ans, Verstappen, Schumacher, enfin des têtes d'affiche, des noms comme ça qui font rêver. Et pour le coup, on sent bien que ça risque d'être plus long que prévu. Là, face à Magnussen, il fait pas le poids. À l'heure actuelle, il fait juste pas le poids. Alors c'est très chouette, ça tombe bien quelque part parce qu'il s'entend bien avec Magnussen. Magnussen est un mec super chouette et ils vont partager tous les deux. Ça va beaucoup faire progresser Mick Schumacher, ça va le faire progresser très vite. Mais dans l'intervalle, il va falloir qu'il passe à travers le battage médiatique parce qu'à un moment donné, il va devoir rendre des comptes, même si c'est moche, même si c'est pas juste. Mais c'est le poids de son nom de famille qui va lui permettre et l'obliger à ça. Ça lui a ouvert beaucoup de portes et en même temps, ça lui a pas facilité les choses d'une façon générale. C'est à double tranchant. Et là, maintenant, il va rentrer un petit peu dans le dur. Il va falloir qu'il courbe un petit peu le dos. Et voilà, il va falloir qu'il prenne sur lui. Et surtout, il va falloir qu'il progresse vite. Je ne sais pas quels sont exactement ses domaines, si c'est purement de la concentration, si c'est juste qu'il en veut trop, qu'il surjoue. Mais en tout cas, il va falloir que ça se calme et qu'il progresse gentiment, tranquillement et qu'il commence à faire des résultats. Parce que pour le moment, il y a beaucoup d'espérance. On voit qu'il peut être très bon, mais il n'arrive jamais à l'arriver à faire un bon résultat. Donc il va falloir qu'il lève le pied, qu'il soit à 95% au lieu de 99% pour être sûr d'éviter quelques blagues et commencer à engranger des bons résultats. Et ça va lui mettre dans une bonne dynamique, Mais on en reparlera d'ici quelques mois pour savoir si définitivement, est-ce qu'il a vraiment du talent ou est-ce que finalement la F1 ne lui convient pas? Parce qu'après, on peut être un pilote pétri de talent et ne pas réussir à piloter efficacement une Formule 1. C'est une voiture très particulière, avec une philosophie très particulière. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde. On va finir sur une bonne touche, sur une bonne note, sur un sourire. On parlera de Bottas. Bottas, il a été décrié chez Mercedes. C'était clairement le pilote numéro 2. Il n'avait pas le talent pour aller challenger Lewis Hamilton à ce moment-là. Mais
là, avec son transfert chez Alfa Romeo, il se retrouve chef d'équipe, il se retrouve en pilote numéro 1, il se retrouve un petit peu en vieux sage. Et on a vite oublié que malgré le fait qu'il soit derrière Hamilton, il a énormément progressé chez Mercedes. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le numéro 2, il a acquéri quelque chose qui est important en Formule 1, c'est la régularité. Il est lisse, il est tellement lisse qu'il en est brillant. Du coup, c'est un petit peu ça qui se passe là. C'est que, alors, on est d'accord, il ne va pas être suffisamment incisif au moment où il faudrait qu'il le soit. C'est ce qui l'empêche d'être champion du monde de Formule 1, ce qui l'a empêché en tout cas chez Mercedes. Il n'en a pas les capacités, il n'a pas ce réflexe-là. Mais par contre, pour le milieu de peloton, il est idéal. C'est-à-dire qu'il se tient loin des mauvais coups, il essaye de ne pas faire de conneries. Globalement, il n'en fait pas. Si derrière les arrêts au stand se passent bien et que la stratégie d'équipe elle est à peu près correcte, il arrivera à être un métronome, à faire des résultats, faire des résultats, faire des résultats. Et ça, quand on joue le milieu de peloton, c'est important parce qu'engranger les points, c'est ce qui va nous permettre de passer devant les autres et d'avoir une aura et d'être toujours meilleur et d'acquérir les sponsors. C'est vraiment comme ça que la F1 fonctionne. Et dans cet exercice-là, on voit que Bottas est très très efficace et surtout c'est chouette de le retrouver avec le sourire, on le sent léger, on le sent à l'aise, on le sent chez lui, alors que ça fait seulement quelques grands prix. Franchement, c'est agréable de le revoir là parce que moi je l'aime bien, c'est un pilote chouette, c'est un gars sympa et c'était un petit peu triste ce qui lui arrivait chez Mercedes, il souffrait vraiment trop de la comparaison avec Hamilton et là dans ce nouveau rôle chez Alfa Romeo, moi je m'éclate à le regarder s'épanouir, c'est très chouette. L'émission touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous, mettez des pouces, vous savez comment ça marche. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À bientôt!